débat. Alors je vais te dire deux choses pour commencer. La première, c'est les règles qu'on s'est fixées pour le débat, à la fois en termes d'organisation générale et en termes de type de débat qu'on souhaite. En termes d'organisation générale, je vais présenter pendant une dizaine de minutes ce qu'est l'agriculture biologique, pourquoi il continue à y avoir un débat sur l'agriculture biologique, et introduire la question de agriculture biologique, espoir ou chimère. Ensuite, chacun des deux personnes, Marc Dufumier et Gilles Rézière-Bechstein, qui ont une position sur l'agriculture biologique, aura 10 à 12 minutes pour expliquer pourquoi, à leurs yeux, c'est un espoir ou c'est une chimère. Ensuite, il y aura une séquence d'une demi-heure que j'animerai de débat entre les deux protagonistes, avec le plus de valeur ajoutée possible dans le débat par rapport à ce que chacun, l'un et l'autre, auront pu dire dans leur topo liminaire. Et ensuite, il y aura un temps d'échange avec la salle. Vous pourrez poser les questions que vous voudrez, dans les limites générales de fonctionnement de l'ensemble de la séquence que je vais préciser maintenant. Donc, c'est la deuxième chose en introduction. Ce qu'on souhaite, comme l'a rappelé Gilles Christram, le directeur général, c'est que ce soit des débats qui soient en cohérence avec la fonction d'AgroParisTech, de participer au débat public, et donc qui permettent d'enrichir les participants, ceux qui sont dans la salle, le plus possible, sur tel ou tel continue à y avoir débat autour de l'agriculture biologique. La première chose à dire, c'est que l'agriculture, je pense que la majeure partie de l'assistance est consciente de ça, l'agriculture, ça n'a jamais été quelque chose d'idyllique. Des gentils paysans qui s'ébattent joyeusement dans leurs parcelles pour tirer profit de ce que la nature leur offre, avec toujours joie et bonne humeur. Il n'y a pas d'agriculture qui n'ait été toujours un combat contre un milieu naturel et un combat contre un certain nombre d'aléas, y compris d'ordre socio-économique. Et l'agriculture biologique ne peut pas être vue comme un retour à des équilibres et un retour à un passé, à une histoire idyllique de l'agriculture. Je pense que c'est important de dire ça parce qu'il peut demeurer dans l'esprit d'une partie du public cette idée, qui à mon avis est fausse, qu'il suffirait de retourner comme avant le 19e siècle, pour que tout soit parfait. C'est, de mon point de vue, pas possible. L'agriculture, à l'époque, n'était pas une partie de plaisir, et les conditions socio-économiques, en particulier la taille de la population à l'échelle mondiale, a évidemment beaucoup évolué. Donc, premier point à dire, c'est que l'agriculture biologique, on doit la voir comme un point d'évolution, c'est bien pour ça qu'on parle d'agriculture biologique, espoir ou chimère, mais sans se faire d'illusions sur ce qu'était le passé de l'agriculture. Si on ne part pas bien sur ces bases-là, on risque d'avoir des difficultés après pour se projeter correctement dans l'avenir de l'agriculture biologique. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est qu'évidemment les agricultures actuelles, il n'y en a pas qu'une, sont dans une situation qui n'est pas considérée par la société comme acceptable. L'ensemble que constituent les agricultures actuelles présente un certain nombre de défauts, notamment liés à l'environnement, mais aussi liés à un certain nombre de conséquences sociales de la façon dont elles sont menées. Et donc, beaucoup de monde partage l'idée qu'il faut faire évoluer les agricultures. Que la situation actuelle n'est pas une situation qui est supportable. C'est là que vient l'agriculture biologique par rapport à une trajectoire. Est-ce qu'on peut considérer l'agriculture biologique comme un espoir? C'est ce que défendra Marc Dufumier. Ou est-ce que c'est une chimère? C'est ce que défendra Gilles Rézière-Bechstein. Ils auront chacun leurs arguments. Avant de laisser la parole à ces deux intervenants pour développer leurs arguments, je voulais préciser quelques points qui sont à l'origine du fait qu'il continue à y avoir un débat de mon point de vue. Le premier point, c'est que l'agriculture biologique souffre d'une difficulté d'identité. On ne sait pas très bien ce que c'est que l'agriculture biologique. Il existe beaucoup de définitions de l'agriculture biologique dans des codes, dans des règlements, mais autour de ça, il existe une certaine incertitude sur ce que l'on va vraiment qualifier d'agriculture biologique quand on en parle. Il y a ce qui existe dans le Codex Alimentarius de la FAO, il y a ce qui existe au niveau de l'Union européenne, il y a tous les cahiers des charges qui, au niveau français, reprennent ce qu'est l'agriculture biologique. Mais chaque fois, il y a derrière cette agriculture biologique une petite ambiguïté sur ce à quoi on fait référence quand on en parle. Parce que chacun ne prend pas toujours la peine de préciser ce dont
il parle, ce qu'il veut évoquer quand il traite de l'agriculture biologique. Par exemple, tous les agriculteurs des pays du Sud qui font de l'agriculture non certifiée agriculture biologique, mais n'utilisant pas d'intrants de synthèse, est-ce qu'on les compte dans les gens qui font de l'agriculture biologique? La question peut se poser, ils ne sont pas certifiés. Si on considère que ce qu'est l'agriculture biologique, ça relève de la certification, alors ils ne font pas d'agriculture biologique. Si on considère qu'ils respectent une partie du cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas d'intrants de synthèse, alors on considère qu'ils font de l'agriculture biologique. Et par ailleurs, l'agriculture biologique, dans le cahier des charges, si on prend le cahier des charges qui nous concerne sur l'Union européenne, elle contient un certain nombre de choses relatives aux manières de produire, et elle ne contient pas un certain nombre de choses relatives aux résultats. C'est plus sur les manières de produire que porte le cahier des charges que sur les résultats. Et ça peut entraîner des ambiguïtés sur ce que l'on appelle l'agriculture biologique. Deuxième difficulté qui fait qu'il peut continuer à y avoir une discussion, c'est la question de la sincérité, qui est pas mal liée à celle de l'identité de l'agriculture biologique. Certains peuvent considérer qu'il y a un défaut de sincérité dans l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que certains vont respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique, et comme il n'y a pas d'obligation de résultat, en tout cas qu'il n'y a pas énormément d'obligations de résultat, éventuellement peuvent avoir un certain nombre d'impacts environnementaux aussi défavorables qu'en agriculture conventionnelle, tout en respectant le cahier des charges. Et à l'inverse, il peut y avoir des agriculteurs qui ne sont pas certifiés en agriculture biologique et qui pour autant ont des pratiques qui utilisent très peu d'intrants et qui sont respectueuses dans une certaine mesure de l'environnement. Et donc il peut y avoir auprès du public, du citoyen, du consommateur, une certaine ambiguïté vis-à-vis de la sincérité sur ce que c'est que l'agriculture biologique. Et la troisième difficulté que j'identifie, c'est peut-être la plus sensible, c'est celle de la légitimité de l'agriculture biologique. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire, quelles sont les performances de l'agriculture biologique? Performances à la fois environnementales, productives, sociales, économiques. Si on prend ces quatre registres-là, il y a débat sur les performances environnementales, sociales, productives et économiques de l'agriculture biologique. Vous prenez la littérature qui existe, les ouvrages, les articles, vous allez avoir des gens qui vont considérer que sur le plan environnemental, l'agriculture biologique est très positive, et d'autres qui vont considérer que ce n'est pas si favorable que ça. Même chose sur le plan productif, sur le plan écologique et sur le plan social. On peut faire une synthèse. Il y a des synthèses qui existent. Il y aura un ouvrage tous les 3 mois sur l'agriculture biologique, donc vous pouvez vous référer aux ouvrages qui font la synthèse de ce qui existe. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette variabilité de point de vue? Est-ce que c'est uniquement idéologique, ou est-ce que ça tient aussi à un certain nombre de caractéristiques de l'agriculture biologique, voire de l'agriculture? Et mon point de vue est que ce n'est pas qu'idéologique. C'est qu'il existe de fait une variabilité des performances de l'agriculture biologique, comme il existe une variabilité des performances de l'agriculture dite conventionnelle. Il y a au moins 3 raisons à ça. La première, c'est que l'agriculture, c'est une activité qui travaille sur le vivant, et que le vivant, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Vous appliquez certaines manières de produire dans une parcelle ou dans un élevage, vous aurez une variabilité de résultats parce qu'on est sur du vivant. Et il faut répéter l'expérimentation, répéter les observations, pour avoir une bonne idée du résultat moyen et de la variabilité des résultats. Ça, c'est ce qui se passe sur tout phénomène biologique, l'agriculture en est un, et on n'échappe pas à cette règle-là. Donc parler des performances de l'agriculture biologique sans parler de la variabilité qui est autour, ça pose problème, et c'est évidemment la même chose pour l'agriculture conventionnelle. La deuxième raison, c'est que quand on dit agriculture biologique, même si on précise les pratiques, on est dans des situations où il y a des interactions très fortes entre ces pratiques et l'environnement naturel et l'environnement socio-économique dans lesquels on met en œuvre les pratiques. Pardon. Et donc, comme il y a des interactions fortes entre ces pratiques et l'environnement, eh bien, on n'a pas toujours le même résultat. Deuxième source de variabilité des performances de l'agriculture biologique, mais aussi de l'agriculture conventionnelle. Et la troisième source de variabilité, c'est que quand on a dit agriculture biologique, on n'a pas dit grand-chose. De la même manière que quand on a dit agriculture conventionnelle, on n'a pas dit grand-chose. Il existe une infinité de manières de faire l'agriculture biologique, comme il existe une infinité de manières de faire de l'agriculture conventionnelle.
Ça a pour conséquence que quand dans une expérimentation vous comparez du biologique et du conventionnel, vous pouvez avoir des résultats qui sont très variables en fonction de ce que vous avez appliqué comme biologique et de ce que vous avez appliqué comme conventionnel. Ça fait 3 raisons. C'est un phénomène biologique, c'est en forte interaction avec l'environnement, c'est quelque chose de très variable du point de vue de la mise en œuvre. 3 raisons qui font qu'on n'a pas de constance des résultats, des performances de l'agriculture biologique. Ça a pour conséquence qu'un partisan de l'agriculture biologique ou quelqu'un qui est contradicteur de l'agriculture biologique va toujours trouver un résultat dans lequel il pourra dire que l'agriculture biologique a été supérieure au conventionnel ou a été moins bon que le conventionnel. Il existe toujours, pour chaque critère qu'on va prendre en considération, économique, social, environnemental ou productif, la possibilité de trouver une expérimentation qui va dans un sens ou une expérimentation qui va dans l'autre sens. Ça veut dire que pour être honnête intellectuellement, on ne peut pas évoquer les performances de l'agriculture biologique comme de l'agriculture conventionnelle si on n'a pas consulté une diversité de sources et si on n'a pas fait une analyse globale d'une diversité d'études. Ça paraît très important à prendre en considération si on veut parler sérieusement de ces dimensions-là, parce qu'on trouve très souvent des gens qui vont vous dire « mais l'agriculture biologique, c'est bien mieux que l'agriculture conventionnelle. Regardez, un tel a dit que c'était mieux, mais c'est le résultat d'une expérimentation. » Ou d'autres qui vont vous dire « l'agriculture biologique, de toute façon, ça n'a aucun avenir, parce que c'est beaucoup moins productif que l'agriculture conventionnelle. » Vous allez pouvoir toujours trouver une publication, un auteur qui vous dit ça. Donc il faut être extrêmement prudent de ce point de vue-là et regarder les choses que de manière synthétique. Ceci étant dit, il y a des gens qui ont fait des synthèses, et qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le plan environnemental, il y a des atouts de l'agriculture biologique par rapport au conventionnel qui sont évidents. Sur le plan productif, il y a un décalage entre le niveau de productivité de l'agriculture biologique par rapport au niveau de productivité de l'agriculture conventionnelle. Et sur le plan économique comme sur le plan social, le jugement qu'on peut porter dépend éminemment du contexte réglementaire et des critères de valeur que l'on prend en considération, soit sur l'économique, soit sur le social. Je le dis de manière très très grossière, et je suppose qu'il va y avoir entre Marc et Gilles un certain nombre de réactions à ça, et de la salle également un certain nombre de réactions et un certain nombre de questions. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Maintenant, je passe la parole à Marc et à Gilles, sachant que ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir s'ils sont pour ou s'ils sont contre, je pense qu'on va rapidement s'en rendre compte, mais si pour eux, c'est un espoir ou une chimère, et quand ils disent c'est un espoir, pourquoi c'est un espoir? Quand ils disent c'est une chimère, pourquoi c'est une chimère? C'est ça qui nous intéresse au premier chef, dans une dynamique dans laquelle on peut considérer que l'agriculture, les agricultures actuelles ne donnent pas totalement satisfaction. Je m'arrête là. Oui, donc, l'espoir ou chimère, la dioxine dans le poulet, les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, les anti-inflammatoires qu'on découvre dans le steak, les pesticides dans les fruits et légumes, les herbicides dans les eaux, l'affaissement des nappes phréatiques, l'érosion des sols, les algues vertes sur le littoral breton, la surmortalité des abeilles, la menace pour la fécondation de nos poiriers et de nos pommiers, puis on peut rajouter dans le social la désertification des campagnes, l'exode rural en pleine période de chômage, le suicide des agriculteurs. Enfin, là c'est le désespoir. Et ce désespoir, c'est peut-être, et c'est là dont on pourrait discuter, est-ce que c'est le fruit d'une agriculture que j'aurais envie de qualifier aujourd'hui de bien trop industrielle? C'est comme ça que je vais la qualifier. Et puis dans les responsabilités de l'agriculture industrielle et tout ce que je viens de raconter, je pense que le débat il sera qu'est-ce qui est seulement de l'antu-plausible, du probable ou de l'avéré. Je pense qu'on sera amené, j'espère, à en débattre. En tout cas, ma conviction aujourd'hui, c'est que quand même le prix pas cher nous coûte très cher. Écarté. C'est bon? Ouais. Oui, donc je disais que le prix pas cher nous coûte très cher. Alors il nous coûte évidemment en monnaie, puisqu'il y a des impôts pour retirer les algues vertes sur le littoral breton, il y a des impôts pour épurer les eaux, et si on part alors après de l'exposition aux pesticides dans les fruits et légumes, la crainte quand même qu'on peut avoir, j'espère qu'on en débattra, même si statistiquement on peut dire que ce n'est pas complètement avéré pour certains,
c'est que ça pourrait se traduire par une moindre espérance de vie en bonne santé. Il y a quand même quelques craintes sur le fait que l'exposition à certaines molécules pourrait, non pas forcément les gens de ma génération, mais pour les générations qui ont été exposées précocement et tout jeunes, et pendant longtemps, même à faible dose, un certain nombre de molécules pesticides, peut-être Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, de façon un peu plus précoce que pour ma génération. Alors, donc les coûts sont monétaires, les coûts sont environnementaux, les coûts sont en espérance de vie, et je pense quand même que pour une large part, tout ça, on peut l'attribuer à ce que j'appelle l'agriculture industrielle. Alors, très rapidement, pour moi, de quoi s'agit-il? Une agriculture qui a essayé de répondre à un cahier des charges, qui est celui de l'agro-industrie. On voit bien quand même que l'agro-industrie, pour amortir au mieux son équipement, et plus c'est robotisé, plus c'est massif, plus elle a besoin d'une matière agricole qui ressemble quand même à une matière première. On vient d'entendre parler de minerai de cheval, il fallait le faire, minerai de viande. Ça, je pense que c'est un peu évidemment exagéré, mais c'est quand même peut-être très symbolique. En tout cas, il est clair que beaucoup d'industries, pour fonctionner à grande échelle, ont besoin quand même d'un produit un peu standard et ont imposé un peu un cahier des charges à nos agriculteurs. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui se sentent stigmatisés par toute la liste que je viens de vous raconter là, parce que c'est quand même un peu insupportable d'entendre ça au quotidien. Alors c'est ça, les subventions d'appliquer l'école commune, c'est ça que vous avez réussi à faire avec ça. Évidemment, ils me disent très souvent, monsieur Duchinier, attendez, on a fait que ce qu'on nous a demandé, le client est roi. Le client roi, c'est peut-être un oligopole entre justement les agriculteurs et les consommateurs. C'est peut-être des gens qui ont compris la capacité de formater le comportement de consommateurs, et en tout cas d'imposer un cahier des charges aux agriculteurs. Ça, on essaiera de ne pas l'oublier. Dans les deuxièmes causes, et je pense qu'on en débattra, je vois qu'il y a des spécialistes de l'amélioration variétale et de l'écologie ici dans la salle, c'est, je pense effectivement qu'il y a quand même une rupture entre l'époque où les agriculteurs pratiquaient la sélection massale, c'est-à-dire chercher dans leur propre champ les semences pour l'année d'après et qui le choisissaient sur ce qu'eux appelaient les plus beaux plants, les plus beaux épis, les plus beaux grains, et qui était quand même une façon de chercher des variétés adaptées à la multitude d'environnements. Et que, depuis évidemment plus d'un siècle chez nous, un peu moins dans les pays du Sud, on a fait quand même un petit peu l'inverse, c'est-à-dire on a confié ce qu'on a appelé l'amélioration variétale. Vous mettez des guillemets chaque fois qu'il y a amélioration des jugements de valeur, hein. Comme pour la mauvaise herbe, vous mettrez des guillemets à mauvais. Mais parce que justement, c'est aux agronomes et aux généticiens de dire ce qui est le meilleur comme ça dans l'absolu. La question, elle est quand même qu'on leur a demandé aussi un peu d'économie d'échelle, c'est-à-dire de ne pas forcément mettre au point des variétés que pour 3 km². Et essayer de penser, à l'époque, ça devait être depuis le Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Et puis aujourd'hui, le même événement embêté, on essaye qu'ils soient un peu partout dans l'espace en question. C'est un peu logique quand même que des gens qui investissent dans la recherche aient envie d'amortir au mieux les investissements qui ont été faits, et ceci c'était bien avant les compagnies semencières. Ça s'est accéléré avec les compagnies semencières privées, mais soyons clairs, même quand c'était la recherche publique, même quand c'était l'argent du contribuable, que l'on demande au fond aux généticiens, aux expérimentateurs, vous savez que c'était beaucoup plus grave encore dans la production animale, et ben de faire ça au maximum, qui soit amorti sur le maximum de surface. Alors, je pense que derrière ça, il y a quand même eu la perte de biodiversité, même si après, effectivement, on appuie sur des variétés au potentiel génétique de rendement photosynthétique à l'unité de surface, de réintégrer, de regreffer par la génétique classique des gènes de tolérance à ceci, de résistance à cela. Et parfois on dit qu'il y a beaucoup de variétés, mais en fait ces variétés sont quand même très largement apparentées. Enfin, moi qui travaille dans les pays du Sud, je ne cache pas que pour ce qui est du riz en particulier, c'est quand même un problème majeur. Et puis, les agriculteurs eux-mêmes, il faut être honnête, ont été un peu contraints, enfin ils se sont endettés, de spécialiser leur système de production vers ce pourquoi ils avaient fait de gros investissements, ce qui fait que quand on a investi dans des salles de traite en Bretagne, eh bien, on ne pratique que l'élevage, qu'on investit dans des machines pour les céréales et les cultures industrielles dans le bassin parisien, les élevages ont un peu disparu. Je crois qu'on souffre aujourd'hui d'une spécialisation exagérée de notre agriculture, trop d'animaux, trop élevés sur la paille, trop de lisiers dans certaines régions d'élevage, trop d'algues vertes du coup sur le littoral breton. Et puis on en arrive, y compris dans le bassin parisien, où il n'y a plus l'azote de l'urine, l'azote du fumier. Ben, on est obligé, à défaut d'urine, de mettre de l'urée, des engrais azotés de synthèse, et on importe du gaz naturel russe ou norvégien. Je ne suis pas sûr que ce soit une très très grande performance économique. Donc là, il y a un vrai problème de cette spécialisation exagérée de notre agriculture,
Et ça, je dirais, c'est un petit peu toutes les craintes que je peux avoir à l'égard de notre agriculture exagérément industrielle et qui me fait penser qu'il va falloir opérer un virage à 90 degrés. Ça va être une vraie révolution technique et je ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Quand je dis révolution, ce n'est pas un grand soir. Et cette révolution, je dirais, elle serait fondée sur la chose suivante. Puisque nous avons besoin de calories, c'est la ration calorique en premier, parce qu'on va quand même penser d'abord à la faim, à la malnutrition, mais que de toute façon tout le moteur au départ, c'est la photosynthèse. Je pense qu'il nous faut faire un usage intensif de l'énergie solaire et des rayons du soleil, et ça pourrait passer éventuellement par des couvertures végétales la plus permanente possible et la plus totale à chaque instant. Il faudrait que pour ça aussi la plante transpire, parce que c'est la condition pour faire un usage intensif du gaz carbonique, prendre du carbone, relâcher l'oxygène. Et pour que la plante transpire, ça va être une gestion un peu parcimonieuse de l'eau, et en particulier de l'eau pluviale. Donc il faut que l'eau qui ruisselle directement à la rivière, pour que ça s'infiltre dans les sols, il faut qu'il soit retenu au maximum dans la couche arable à disposition des racines. Ça voudra dire à coup sûr qu'il nous faudra renforcer le muscle. Renforcer le muscle, savant mélange entre carbone et azote, ça peut vouloir dire y compris réconcilier agriculture et élevage, remettre les animaux sur la paille, repenser effectivement la gestion du cycle du carbone et du cycle de l'azote en circuit court. Donc faire un usage intensif de la ressource naturelle renouvelable des rayons du soleil, pourquoi pas. Faire un usage intensif du gaz carbonique de l'atmosphère, franchement, pourquoi pas. À partir du moment où on a accès à des terrains, c'est les terrains qui sont les plus difficiles, pourquoi ne pas faire l'usage le plus intensif des ressources naturelles renouvelables pléthoriques. Évidemment, pour les protéines, ce sera effectivement l'usage maximal de l'azote de l'air. On sait que la synthèse de protéines est exigeante en énergie, mais on sait qu'avec les légumineuses, les microbes savent un peu faire ça, et refiler à la légumineuse la protéine, c'est la protéine pour notre alimentation humaine, la protéine pour notre alimentation animale, c'est des résidus azotés pour la fertilisation des autres cultures qui viennent en rotation. C'est peut-être beaucoup plus intelligent que de fertiliser avec de l'engrais azoté de synthèse, qui fait que nous importons du gaz naturel russe ou norvégien à un moment où l'énergie fossile commence à se raréfier. Ça, je pense qu'il nous faudra aussi quand même y parvenir. Alors après, écoutez, on peut penser aux éléments minéraux, c'est sur le phosphore qu'il y a le plus d'inquiétude, vous savez, puisque certains experts nous disent que d'ici 4 décennies, les mines de phosphate, il va nous arriver ce qui arrive pour le pétrole, le gaz naturel, donc il nous faut absolument recycler tous les phosphores, tous les phosphates, au maximum. Il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée, j'en conviens, il y a aussi l'industrie, mais l'agriculture est concernée, c'est-à-dire qu'il va falloir recycler les effluents d'élevage pour bien des raisons, mais azote et phosphore, les deux, il va peut-être falloir chercher des éléments minéraux en profondeur dans le sous-sol, les arbres savent peut-être faire ça, le mettre dans leurs feuilles et le restituer dans la couche arable. Peut-être qu'il nous faudra y compris chercher dans la couche arable les éléments minéraux coincés entre les feuilles élargies avec des champignons mycorhiziens. Ça va peut-être devenir savant. Je pense effectivement que ça ne ressemble à rien à un retour du passé. Je veux dire, là, je partage complètement ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Mais en tout cas, faire l'usage le plus intensif des ressources naturelles renouvelables et pléthoriques et puis parcimonieux de l'eau et de ces éléments minéraux, je pense que c'est ça qui est absolument nécessaire. Cette agriculture-là, c'est d'abord une agriculture opposée à l'agriculture industrielle qui va être une agriculture artisanale, qui va exiger du travail. C'est aussi une agriculture qui va être intensive en emploi. Et dans un pays comme le nôtre, il y a 10% de chômage. Quel est le tort qu'il y a de vouloir à tout prix une agriculture exigeante en travail, susceptible de créer des emplois? 10 minutes. Donc, les 2 dernières minutes pour vous dire que cette agriculture que je qualifierais volontiers d'intensément écologique, si je regarde maintenant en France, celle qui lui ressemble et celle qui me paraît répondre le plus à ce que je viens de raconter là, c'est effectivement l'agriculture qui répond au cahier des charges de l'agriculture biologique. Je ne suis pas tombé dans l'agriculture biologique dès ma naissance. Pour moi, ce n'est pas une religion. C'est à coup sûr perfectionnable. Le cahier des charges de l'agriculture bio va sûrement un jour devoir être révisé à la hausse. Je n'en doute pas, les agriculteurs bio l'envisagent eux-mêmes. Mais la force du bio, quand même, c'est son logo, c'est son label. Je parle du bio en France, parce qu'il inutile de vous dire que je partage l'idée que moi j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs bio dans les pays du Sud qui peuvent d'emblée accroître leur rendement par cette agriculture intensément écologique, mais qui n'ont pas de label. Mais la force du bio en France, c'est son logo, c'est son label, c'est le fait qu'elle est mieux rémunérée, et une agriculture plus artisanale, qui exige plus de travail, vous n'y échapperez pas, elle doit être correctement rémunérée. Et c'est un peu sa faiblesse. C'est que la faiblesse de l'agriculture bio, avec son logo, son label et son prix plus rémunéré, il y a un cahier des charges, une obligation de moyens surtout, un peu de résultats, et bien c'est que soit c'est tout, soit c'est rien. Je pense que pour une large part, le débat qui prend un aspect religieux
sur l'agriculture biologique provient de là. C'est qu'il y a effectivement des gens qui sont dans des démarches un petit peu de progrès et pour qui le bio fait peur, parce que passer à tout, c'est quand même une vraie inquiétude, c'est un vrai saut technologique, etc. Et même si on est un peu rémunéré, s'il y a des aides à la conversion pendant les 2 premières années, etc., c'est souvent insuffisant pour que les gens fassent le pas. Et effectivement, du coup, des gens qui sont dans des attitudes à parfois un peu de perfectionnement de leur système de culture, qui n'ont pas le droit à une meilleure rémunération, parce qu'en agriculture industrielle, il vaut mieux produire le poulet pas cher en termes monétaires, parce que ça nous coûte très cher à travers les externalités négatives. Donc il n'y a pas d'autre issue que de promouvoir ce type d'agriculture, de rémunérer correctement les gens par les produits. Et ça, je pense qu'on peut faire beaucoup d'efforts, par exemple, pour rendre accessible le produit bio, y compris aux couches modestes. On en débattra si vous en êtes d'accord, et qu'un certain nombre de services environnementaux leur soient directement rémunérés. Je pense aussi que c'est ça qui nous permettra d'avancer dans cette voie. Donc la promotion du bio, c'est vraiment fait pour qu'on aille vers une agriculture plus intensément écologique, avec les moindres externalités négatives que je signalais tout à l'heure. Merci. Ok. En préambule, je voudrais dire que espoir ou chimère, je vais peut-être décevoir, mais pour moi, les mots sont un petit peu trop forts. D'emblée, je veux dire, moi, je ne suis absolument pas anti-bio. Je ne suis pas non plus d'ailleurs anti-conventionnel. D'ailleurs, il s'avère que je ne suis pas non plus anti-biotechnologie ou anti-OGM, je suis plutôt anti-anti. Donc, ce ne sera pas un débat entre un pro et un anti. Je pense que l'agriculture biologique a bien entendu ses vertus, ce n'est pas une chimère. Simplement, je pense aussi que dans un pays comme la France, on devrait pouvoir avoir le droit d'apporter quelques critiques sur ce type d'agriculture qui, aujourd'hui, semble quand même faire un consensus très large positif, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue commercial, que ce soit d'un point de vue sociétal. Et donc, j'ai tenté à travers 2 ouvrages d'attirer l'attention sur 2 critiques que je peux porter, 2 volets de critiques que je peux porter sur l'agriculture biologique. L'une, c'est concernant le consommateur, et l'autre, c'est concernant plutôt le producteur, ou pas le producteur, mais son histoire ou son cahier de charge, disons. Alors, pour le consommateur, c'est une évidence qu'aujourd'hui, il y a 3 raisons pour lesquelles les gens se précipitent sur les produits bio. Premièrement, c'est parce que, c'est un peu manichéen ce que je vais dire, c'est malheureusement un petit peu comme ça qu'on voit ça dans la société. On consomme, on demande aux gens pourquoi ils consomment bio, c'est parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour leur santé, que c'est meilleur pour l'environnement et que c'est un soutien aux petits producteurs locaux qui produisent nécessairement bio. Donc moi j'ai voulu dans un premier livre interroger ces 3 questions pour savoir si effectivement il y avait un consensus large sur le fait que c'est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement et meilleur, et qu'on soutient systématiquement le petit producteur dans l'agriculture bio telle qu'elle est aujourd'hui disponible. Et là, je suis assez d'accord avec Thierry, c'est qu'il faut mettre beaucoup de prudence là-dedans. Il y a de nombreuses études contradictoires sur ces sujets, et de prétendre que d'un côté il y aurait donc une bonne agriculture bio saine avec toutes les vertus possibles, et de l'autre côté une agriculture donc, comme Marc Buffet l'a qualifié, industrielle, qui elle a tous les vices qu'on a entendus, ce débat un peu manichéen ne me semble pas refléter la réalité. Donc du point de vue du consommateur, je pense et je crains que, faute d'avoir ces promesses, de réunir ces promesses, après une petite progression, parce qu'il ne faut pas non plus surestimer la progression qu'il y a eu dans le domaine du bio en France. On est passé avant le Grenelle d'environnement de surface bio de 1,9% à maintenant 3,7%, donc c'est quand même pas non plus une énorme quantité. Le marché du bio est 4 milliards d'euros, c'est moins que le marché du sandwich tout fait en France, donc c'est pas non plus, même si c'est conséquent, c'est quand même pas des chiffres gigantesques. Je pense que même cette partie de progression qu'il y a eu pourrait avoir un retour en arrière, tout simplement parce que les gens vont peut-être pas retrouver ce qu'ils pensaient avoir dans leurs produits en termes de promesses. Donc ça, c'est pour le consommateur. Ensuite, concernant l'agriculture biologique, alors,
j'entends bien ce que Marc Dufumier vient d'expliquer. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup d'éléments qu'il a donnés en ce qui concerne le futur de l'agriculture et l'évolution de l'agriculture avec plus d'agronomie, etc. C'est une voie qui est incontestable, très intéressante. Simplement, quand on regarde l'agriculture biologique, elle n'est pas née d'il y a 2 jours. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec le grenier environnement. L'agriculture biologique a démarré il y a presque une centaine d'années. On ne dirait pas que c'est une vieille dame, mais enfin, ça a quand même une certaine histoire. Et cette agriculture, quand on la regarde au point de vue historique, elle s'est quand même fortement constituée sur la base de ce que je peux rappeler une agriculture du refus. Alors, ces refus sont peut-être légitimes, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est le cas. Le premier de ces refus, celui qui a établi un peu le premier cahier de charge de l'agriculture biologique, avant même qu'elle s'appelle agriculture biologique, qui était fait par Sir Albert Howard, l'un agronome britannique, c'est le refus de l'engrais de synthèse, avant même le refus de la chimie de synthèse, enfin plutôt des pesticides de synthèse. C'était le refus des engrais de synthèse. Ensuite, le deuxième refus qui est venu après, qui est un petit peu légitime par rapport au premier, ça a été le refus de la chimie de synthèse en général, et donc, par définition, des pesticides de synthèse. Pas des pesticides en tant que tels, puisque l'agriculture biologique en a besoin, certes moins, et il y a d'autres moyens de se défendre contre certains ravageurs, certaines maladies, mais enfin, l'agriculture biologique utilise également des pesticides, mais c'était ce refus de la chimie de synthèse. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans cette continuité, c'est un refus des biotechnologies, en sens large du terme, pas simplement de la transgénèse, mais de biotechnologie, puisqu'il y a une discussion dans le cahier de charge de l'IFOAM pour savoir si d'autres méthodes de sélection qui ont été utilisées depuis une vingtaine d'années, comme la mutagénèse, devraient être autorisées ou non dans le cahier de charge de l'agriculture biologique. Donc, il y a un refus également des biotechnologies qui se comprend, d'après ce qu'on a après avoir entendu Marc Dufumier, puisqu'il préfère la sélection massale, estimant qu'elle répond plus aux besoins des agriculteurs qu'une sélection qui serait faite par des industriels ou même par le privé et qui demanderait d'être plus étendue et donc nécessairement moins spécifique. Et derrière tout ça, je trouve quand même que si on creuse le débat, il y a un dernier refus, qui est le refus, quelque part, de la mondialisation, ou plutôt de la société telle qu'elle s'est développée dans nos pays depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Donc il y a aussi, derrière l'agriculture biologique, un projet sociétal, qui est un projet très clairement de réaction par rapport à une modernité qui est mal acceptée par un certain nombre de gens et qui a abouti effectivement, par exemple, à la constitution de monopoles de l'agroalimentaire, avec le fait qu'effectivement, quand on achète un pot de Nutella, que ce soit en Australie, en France, aux États-Unis ou en Amérique latine, c'est toujours le même produit, tout à fait identique, et que, bon, voilà, on est dans une société aujourd'hui où il y a visiblement un marché également pour le Nutella et pour les McDo et pour le Coca-Cola. Et ce marché, il est mondialisé. Et donc, il y a ce refus un petit peu presque philosophique de cette mondialisation qui fait peur à beaucoup de monde. Et ensuite, il y a un autre point qui me semble important, c'est que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais que chez beaucoup de partisans de l'agriculture biologique, il y a un rapport avec la nature qui n'est pas du tout passéiste, mais qui est du domaine de la volonté d'avoir une sorte d'équilibre, avec effectivement l'idée que, ça vient de l'écologie politique un petit peu, cette notion que les matières premières sont nécessairement limitées, que nous vivons dans un espace limité, et donc qu'à partir de là, il faut à un moment donné se rendre compte qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, sans ça il faudrait 4 planètes, 6 planètes, 8 planètes, et donc on a dépassé ce que la nature nous offre comme matière première pour faire vivre la population actuelle et celle qui va se développer. Et donc, qu'il faut essayer de s'adapter à ce que la nature nous offre. Moi, je pense
que c'est une conception qui est un petit peu réductionniste, parce que je crois profondément que les matières premières ne sont pas celles que la nature nous offre, mais sont celles que l'homme définit comme étant nos matières premières, et qu'elles changent en fonction des techniques, des technologies et de la connaissance, de la science que nous avons à définir la matière première. Et donc, de ce fait, cette menace constante qui est mise devant nous d'un monde dans lequel on n'aurait plus quelque chose, alors un jour c'est le pétrole, un autre jour c'est autre chose, m'inquiète beaucoup moins, parce que je pense qu'on trouvera, on trouve des solutions, et que pour remplacer les matières premières qui n'existent pas, puisque la seule chose qui est la réelle richesse de l'homme, de l'humanité, c'est la créativité humaine. Donc, pour conclure, moi je dirais que, bien sûr que l'agriculture biologique a sa place parmi les agricultures, comme le disait Thierry, les nombreuses agricultures qui vont façonner le siècle prochain, qui sont multiples. Et je pense simplement que pour qu'elle évolue, il faut effectivement, comme l'a dit Marc Buffini, il faut qu'il y ait une révolution, y compris dans l'agriculture biologique. Personnellement, je me demande si se maintenir à ces refus de manière un peu dogmatique a aujourd'hui encore un sens. Ça veut dire que, est-ce que cette agriculture, telle que le définit Marc Buffini de demain, pourquoi, sur quelle base, sur quel principe va-t-elle d'un côté se priver des biotechnologies en général, pas nécessairement de la transgénèse, mais des biotechnologies en général? Pourquoi devrait-elle se priver de la sélection variétale quand elle est faite correctement, y compris avec des méthodes qui sont des méthodes qui ne sont pas, qui sont des méthodes qui proviennent de laboratoires? Je pense aussi qu'elle aurait un plus grand avenir si elle défendait réellement ses véritables qualités, et elle en a, bien entendu. Il est évident que quand on produit des légumes, des fruits ou de la viande avec un label bio, ou avec un label d'ailleurs, label rouge par exemple pour de la viande, il y a une qualité gustative qui n'a rien à voir avec un produit industriel. Donc ça, c'est un véritable atout qui devrait, d'après moi, être beaucoup plus mis en avant. Je dis bien gustatif, hein, je n'ai pas dit nécessairement sanitaire, mais gustatif sans aucun doute. Et ensuite, je pense que le débat serait beaucoup plus serein et serait beaucoup plus apaisé et permettrait d'avancer beaucoup plus vite si on arrêtait d'avoir une contestation systématique et assez binaire de ce que fait l'autre. Je crois qu'il y a d'énormes passerelles entre le bio et le conventionnel, et entre le conventionnel et le bio. Et donc, effectivement, aujourd'hui, tout le monde parle d'agroécologie, tout le monde parle de l'agriculture écologiquement intensive. Là, j'étais au salon de l'agriculture, Stéphane Le Foll a encore parlé de son projet d'une agriculture écologiquement intensive, mais également économiquement intensive. Donc voilà, tout ce débat dans lequel, de part et d'autre, beaucoup de progrès peuvent être faits, d'après moi, va façonner l'agriculture de demain. Et donc, l'agriculture biologique, pour moi, n'est ni un espoir, ni une chimère, c'est simplement un élément qui va participer à cette construction d'une agriculture qui sera celle de demain, et qui ne ressemblera pas à celle des années 70. Ok, merci. Il faut arriver à monter à la vraie opposition, je ne sais pas si elle vous est apparue très clairement, quand il a été dit, au fond, le bio n'a pas vraiment une grande partie, y compris dans le livre, c'est explicitement dit, ça fait du 3,7%, c'est pas grand-chose. Et qu'on nous a dit qu'il y avait un marché qui existait pour du Nutella et la bouffe comme ça. Quel est le problème? C'est le marché des externalités négatives. Effectivement, il y a un marché pour des produits industriels toujours vendus à bas prix, à partir du moment où toutes les externalités négatives ne sont pas comptabilisées comme un coût. Vous savez, dans une exploitation, quand on fait un compte d'exploitation, il y a à droite les produits, à gauche les charges. Quand un éleveur perd 2 animaux, il y a une variation d'inventaire, 2 animaux de moins, c'est dans la colonne de gauche une charge. Quand le taux d'humus diminue, c'est jamais comptabilisé. Quand les abeilles disparaissent, c'est jamais comptabilisé. Donc il faudra tout revoir. Effectivement, cette transition, ce virage à 90 degrés, remet en cause effectivement notre économie de marché. Alors d'abord, même sur le plan de l'économie de marché, au final, moi ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des gens et le bien-être des peuples. Et dans leur environnement. Mais même si on raisonne en part de marché,
Nous sommes en train de perdre des parts de marché en bio aujourd'hui, en France. Un certain dénigrement, je dirais quand même, je suis sûr parce que le mot dogmatique a été quand même envoyé tout à l'heure, hein, donc un certain dénigrement du bio fait beaucoup de tort au bio, et nous sommes y compris en train de perdre des parts de marché. Mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il va falloir conquérir l'ensemble de notre agriculture à des choses qui nous coûtera beaucoup moins sur les externalités négatives. Alors c'est donc un problème hautement politique, on est bien d'accord, et dans le hautement politique, eh bien, je pense on devrait pouvoir, dans un pays comme la France, faire la promotion d'un produit bio, de le rendre accessible aux couches modestes via déjà la restauration collective, assurer à ceux qui se convertiraient à une agriculture bio d'avoir un marché croissant et stable, rémunérateur. 2014-2020, imaginez, c'est pas du tout ça le document de la Commission, mais que 2014-2020, on s'arrange pour que, en 2020, ce serait 1,5 milliard d'euros. Tous les repas de la restauration hors domicile, les écoles primaires d'éducation au goût, le collège, les lycées, les restaurants universitaires, les hôpitaux et les hospices, ça c'est parce que j'ai des cheveux blancs, excusez-moi, mais les cantines d'entreprise fréquentées par les couches modestes auraient le droit à une alimentation bio de qualité et de proximité, avec une conversion de producteurs aux abords, parce qu'ils auraient la certitude, via un contrat, qu'il y aurait un volume croissant acheté à un prix rémunérateur et stable. Et ça ne coûterait pas plus à l'usager. La subvention de la politique agricole commune servirait à ça. Et ça ne coûterait pas plus aux contribuables, parce que c'est des impôts que nous payons déjà. Et puis pour ce qui est, puisqu'on a, semble-t-il, obtenu les 9 milliards d'euros pour les distribuer aux revenus de l'agriculteur, et bien le reste, écoutez, c'est la rémunération des services environnementaux. Vous nous faites des infrastructures écologiques et vous nous sauvegardez les coccinelles, on vous paye. Vous nous reconstituez un taux d'humus dans le sol, on vous paye. Vous nous remettez des légumineuses dans la rotation, les assolements, et ça va permettre pas seulement la fertilisation en azote pour la culture qui revient en rotation. Ça ne va pas être seulement une moindre dépendance à l'égard du soja et du tour de soja importé. Ça va être aussi peut-être davantage d'abeilles sauvegardées, parce que si les abeilles, on a du mal à dire, aujourd'hui sur la variabilité, c'est seulement le cuisère, c'est seulement le varroa, c'est seulement le frelon asiatique, c'est peut-être tout ça sur des abeilles affaiblies. Eh bien écoutez, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de rémunérer nos agriculteurs et de faire les 9 milliards d'euros de l'expansion du premier et du deuxième pilier de la politique agricole commune, l'instrument politique décisif pour réorienter progressivement et radicalement notre agriculture vers quelque chose qui nous aurait beaucoup moins d'externalités négatives. Oui, mais d'une part, tu n'as pas complètement répondu à la question sur finalement pourquoi refuser un certain nombre d'éléments dans le dispositif actuel. Et d'autre part, comment est-ce que tu vas mettre en place cette dimension-là, sachant que les agriculteurs ne vont pas forcément bouger d'un seul coup pour passer au bio, et que ceux qui vont par exemple utiliser toujours un produit phytosanitaire par an, qui ne sont pas labellisables bio, ils n'auront pas les aides bio. Donc ma question c'est, sur ce registre-là, finalement, est-ce qu'il ne faut pas aussi aider ceux qui basculent plus progressivement et qui finalement ne peuvent pas accéder au logo et au soutien que tu évoques. Ce qui voudrait dire que l'espoir, il est avec l'agriculture biologique comme horizon, mais aussi avec un soutien dans la transition, d'une manière à ce que les agriculteurs ne se découragent pas sur le plan économique comme sur le plan technique. Alors je me suis mal exprimé parce que c'est ça que je voulais dire. Le meilleur exemple, c'est tous ceux qui passent sur des histoires de techniques culturales simplifiées, zéro labour, couverture végétale la plus permanente possible, aussi encore une fois, et qui se retrouvent contraints quand ils ne font pas de labour, parce qu'ils ont des problèmes de mauvaises herbes, parce qu'il n'y a pas de gelée, etc., d'utiliser le glyphosate. Adventiste, tu veux dire. Je croyais que tu avais dit une mauvaise herbe. Oui, mais j'ai dit que chaque fois que ce serait mauvais, il fallait les dériver. Alors, tu as raison. Il faut les laisser. À juste titre. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est que c'est quand même une démarche très intéressante, mais effectivement, on voit cette querelle aujourd'hui s'ouvrir entre des gens qui font du bio, mais qui sont un peu contraints de labourer, comme on dirait, leurs herbes adventices, cette fois-ci j'aimerais bien prononcer, et les autres qui, effectivement, mettent une molécule, donc quand même on découvre que l'un des produits de la dégradation en pas peut avoir des effets délétères. Bon, écoutez, il faudrait réconcilier les deux démarches. Et moi, je suis absolument pas contre le fait, par exemple, qu'un agriculteur qui, effectivement, fait zéro labour, technique culturale simplifiée, remet les vers de terre, enfin permet de renaître
et bien qu'ils soient rémunérés pour mettre des luzernes, pour lutter contre les mauvaises herbes, même s'il n'y a pas d'élevage dans la région. Un jour, il faudra quand même réconcilier l'agriculture et l'élevage dans nos différentes régions. Ça, quand même, il va bien falloir un jour y arriver. Là, le pas, c'est pour ça que ce ne sera pas non plus du jour au lendemain, il n'est pas facile à faire. Mais si on utilisait une subvention de la politique agricole commune pour rémunérer ce genre de reconversion, on avancerait. Mais oui, moi j'ai rien contre le fait que les gens font du zéro labo avec une technique culturelle simplifiée et mettent des légumineuses dans leur rotation, et bien effectivement, soit rémunérés pour ce faire. C'est pas encore bio, j'en conviens. C'est un premier pas. Et il y a des équipes de recherche qui travaillent justement sur la capacité de faire du non-travail du sol en bio et qui ont des résultats intéressants en la matière. Et je me permets quand même d'insister sur la question, finalement, l'intégration des biotechnologies au sens large, pas seulement les OGM dans le cahier des charges, pour ne pas être dans une attitude du refus. Donc la question de Gilles, tu réponds comment? Moi, le refus, parce que c'est clair hein, dans le document, et y compris dans son droit de réponse, il me voit comme un homme du refus et du passé, et parfois même on a l'impression d'être pétainiste, parce que c'est la nostalgie, vous savez, on pourrait retourner à la campagne, etc. Non, l'agriculture de demain sera absolument moderne. Alors moi, écoutez, pareil, me faire dire que je suis pour la seule sélection massale est une erreur. Que le passage de la sélection massale, je veux dire, à une amélioration variétale a été une rupture entre l'époque où il y avait des variétés adaptées à une multitude d'environnements et maintenant il faut adapter les environnements à un faible nombre de variétés, ça j'assume. Mais de là à dire que je ne défends que la sélection massale, c'est pas ça que je dis. Voilà. Alors bon, les OGM, pour parler même de ce qui peut fâcher, moi je ne diabolise jamais rien. S'il y avait une plante génétiquement modifiée, on pourrait absolument m'assurer qu'il n'y ait aucun risque et que l'enjeu en vaut la chandelle. Moi, pourquoi je m'y opposerais? Mais c'est clair que dans la compréhension de ce que j'ai des plantes génétiquement modifiées, celles livrées sur le marché, et même celles qu'on nous annonce comme toujours, là ça va bientôt arriver, etc., pour l'instant, non, je n'y adhère pas, c'est pas un refus, c'est que vraiment l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, c'est-à-dire effectivement, l'enjeu joue la faible, et la chandelle, mal instruite en tout cas, et je plaide pour le principe de précaution. Merci. Alors, Gilles, sur ce que vous avez dit, il n'y a pas de refus de l'agriculture biologique, mais une identification d'une valeur ajoutée relativement faible, en tout cas c'est comme ça que je le sens, par rapport au reste de l'agriculture. Et pourtant, même si on est obligé de partager le tableau catastrophique par lequel Marc a commencé son exposé, il y a quand même ce qu'il qualifie d'externalités négatives pour lesquelles il faut faire quelque chose. Donc si l'agriculture biologique n'apporte pas beaucoup de valeur, de valeur ajoutée, qu'est-ce qui, selon vous, est un chemin possible pour sortir de la situation insatisfaisante dans laquelle on est? Même si on ne partage pas le tableau totalement noir, je pense que vous l'avez dit, vous partagez le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc qu'est-ce que vous proposez comme chemin? Si l'agriculture n'est pas un espoir complet, qu'est-ce que vous proposez comme chemin pour mieux satisfaire les attentes de la société vis-à-vis des agricultures? Écoutez, moi je vous répondrai, je ne suis pas agronome, déjà, donc ce ne serait pas mon rôle de proposer quelque chose pour l'agriculture de demain. Simplement, je suis observateur. Et ce que j'observe, c'est qu'y compris depuis quelques années où l'agriculture biologique a quand même eu énormément, en tout cas, de soutien politique, on ne peut pas dire le contraire, on peut après dire que tout ça c'est bien, que ces soutiens politiques sont des chimères. Ce que je me rends compte, c'est quand même qu'il y a énormément de difficultés pour avoir une réelle progression de l'agriculture biologique en France. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser des questions de savoir mais qu'est-ce qui bloque? Parce que si c'était aussi merveilleux qu'on nous le décrit, vraiment la voie de la réconciliation, ce qui ferait marcher les agriculteurs, les consommateurs qui s'y retrouveraient, etc. Bon, ça se saurait, ça se verrait. Or, non seulement on a obtenu aujourd'hui, on est à 3% de surface agricole en bio, mais quand vous demandez à l'agence bio quelles sont leurs perspectives pour les années futures aujourd'hui, on pense même avoir épuisé ce qu'ils appellent le réservoir de potentialité d'agriculteurs. D'où
demande de Stéphane Le Foll, qui va faire un nouveau plan, encore un nouveau plan pour l'agriculture biologique. On va encore une fois nous proposer de doubler le nombre de surfaces en agriculture biologique. Donc cette fois-ci qu'on est à 3, en doublant, on va passer à 6. Donc finalement, on maintient le même objectif que celui du Grenelle environnement, simplement on le met pour dans 5 ans. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Et je me demande si on se pose les vraies questions, et si on ose poser des questions qui fâchent et qui font qu'effectivement cette agriculture biologique a beaucoup de difficultés à démarrer. Alors j'entends bien que derrière le discours de Marc Duffumier, la réaction de la salle l'a bien montré, c'est presque une tribune politique sur une autre forme de société qui est demandée, qui est souhaitée. Bon, on a parlé, j'ai mis sous la table le pot de Nutella que Marc Duffumier a repris comme exemple. Non, si vous n'avez pas compris la différence, là, voilà. Effectivement, je ne suis pas ni pour ni contre le pot de Nutella. Simplement, je me rends compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société, que vous le vouliez ou pas, dans laquelle ce qui évolue, c'est le prêt-à-manger. C'est pas du tout les circuits courts. Les circuits courts, aujourd'hui, évoluent beaucoup moins que le prêt-à-manger. Ce qu'on appelle, entre guillemets, la malbouffe, c'est ce qui progresse partout dans le monde. Alors, je dis ce qu'on appelle la malbouffe, parce que voilà. Bon, non, c'est ni grâce à moi, ni j'y participe, ni... et j'y fais rien parce que je ne suis pas un acteur là-dedans. C'est une réalité, cette progression sociétale, elle est là, et arriver à la changer, c'est arriver à promouvoir un projet politique. Ce projet politique, aujourd'hui, visiblement, n'a pas l'adhésion de la population. Donc voilà, donc il faut aussi faire avec la réalité. Donc moi je n'ai pas, pour revenir à votre question, je n'ai pas de solution pour l'agriculture de demain. Je pense qu'il y a des instituts, il y a plein d'instituts agronomiques qui travaillent. Je pense qu'une partie des solutions peut tout à fait provenir de ce que Marc Duffumier a développé. Je ne suis pas du tout à même de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est très certainement beaucoup plus compétent que moi là-dessus. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, mais je crois qu'il faut aussi arrêter d'utiliser cette agriculture et de ne voir que, soi-disant, ces éléments positifs et ne pas se rendre compte que s'il y a quand même des freins, il y a des freins qui sont véritables et qu'on tend à ne pas vouloir mettre sur la table, sur la place publique. Merci. On sait, il est local. Il y a pas mal d'études qui ont analysé pourquoi l'agriculture biologique ne se développait pas davantage sur le plan technique, comme sur le plan économique, comme sur le plan organisationnel. Donc on sait les freins qui existent. On pourra revenir éventuellement là-dessus. On n'est pas totalement là dans l'inconnu et le désespoir parce que l'agriculture biologique ne se développe pas davantage. On sait qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Vous avez évoqué le fait que l'agriculture biologique, c'est un projet politique, c'est un projet de société et qu'il n'y avait pas d'adhésion globale à l'heure actuelle à ce projet-là. Ce qui m'intéresserait, c'est, j'ai vu Marc que tu avais intervenir, mais ce qui m'intéresserait, c'est notamment, une fois que tu auras fait la remarque que tu veux faire, que tu nous dises si finalement ce projet politique lié à l'agriculture biologique, il est totalement incompatible avec les structures agricoles, agroalimentaires qui existent à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il faut bannir et recomposer la totalité de ce qui existe, ou s'il y a une compatibilité. Et prenons l'exemple que tu évoquais de l'utilisation des produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective. Comment est-ce que tu vois s'organiser ça? Est-ce que c'est avec les opérateurs actuels en termes de coopératives? Est-ce que c'est avec les producteurs actuels qui sont distribués sur le territoire? Si on voulait faire ça dans les 3 ans, comment on fait? Quels sont les acteurs? Quels sont les dispositifs? Comment on s'organise? Est-ce qu'on récupère ce qui existe, pas en termes de récupération d'ordre politique, mais est-ce qu'on valorise les infrastructures et leur organisation? Ou est-ce que ça, non, c'est pas possible, parce que ça ne rentre pas dans le projet politique de l'agriculture biologique? Et tu avais une remarque liminaire à faire. Oui, non, la remarque liminaire, c'est que, ne nous trompons pas, entre le soutien qui a été accordé à l'agriculture industrielle et celui au bio, il n'y a pas photo. C'est l'agriculture industrielle qui a bénéficié du grand soutien. Les abattoirs doux, là, qui sont en train de tomber en faillite, étaient le premier bénéficiaire des subventions à l'exportation. Je veux dire, il y a bien un projet politique, aujourd'hui, en cours, qui vise à favoriser le poulet bas de gamme qui nous coûte très cher.
Et effectivement, il y a peut-être en face un autre projet politique sur lequel il faut s'interroger, mais soyons clairs que les moyens mis en œuvre par l'État aujourd'hui en faveur de l'agriculture industrielle qui nous coûte très cher sont absolument considérables. Et les 9,5 milliards d'euros, aujourd'hui ce sera peut-être 9 milliards à partir de l'année prochaine, mais c'est absolument considérable. On pourrait en faire un outil au service, effectivement, d'un moindre coût, de moindres externalités négatives, d'un environnement plus agréable, de la sauvegarde des abeilles et de l'avenir de nos générations futures. Je crois qu'il faut surtout. Alors, autre chose, regardez bien dans les expressions. Nous sommes, que vous le vouliez ou pas, dans une société qui, c'est une réalité. C'est une invitation à baisser les bras. Moi, quand on me dit c'est naturel que, ou c'est une réalité intangible qu'on n'arrivera jamais à remettre en cause, c'est effectivement un projet conservateur. Oui, le débat, il est là. C'est bien un projet de société. Est-ce qu'on travaille pour l'intérêt général ou pour l'intérêt privé de quelques-uns et de quelques industries? Le problème, il est fondamentalement là. Et je ne vous cache pas que la crainte que j'ai par rapport aux histoires des semences, c'est effectivement la dépendance des agriculteurs à l'égard d'un très faible nombre de compagnies semencières. Il est là, le projet. Alors, comment faire en face? Évidemment, si nous sommes minoritaires en nombre, ce qui reste à vérifier, parce que je ne suis pas sûr non plus que tout le monde ait la conscience de l'inégalité des soutiens entre l'agriculture industrielle et l'agriculture bio. Je pense même qu'il y en a qui disent que c'est une réalité, baissez les bras, chers amis. Vous savez, l'agriculture bio, si elle n'a aucun avenir, c'est que malgré tous ses soutiens, c'est qu'elle est sans doute pas très performante. Il y a des gens qui écoutent ça. Parce que c'est écrit parfois. C'est même écrit dans ce livre. Pas la moitié que j'ai écrite. Juste pour dire. Donc, ok, c'est ça le débat. Et là, effectivement, je crois qu'il nous faut avoir le courage de dire que de façon lente, on devrait pouvoir, si on utilisait 9 milliards d'euros, certes, pas du jour au lendemain, mais accomplir un début relatif à cette espèce de révolution technique qui pourtant n'est pas forcément un grand soir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand l'idée, la première fois est apparue, rappelez-vous, c'était dans le pacte de la Fondation Nicolas Hulot, je m'en souviens bien parce que j'avais été le rédacteur de cette suggestion d'utiliser les subventions d'APAC pour la restauration collective et la promotion du bio. Et bien, figurez-vous que beaucoup de mairies s'y sont mises. Et maintenant, on peut commencer à parler de qui seront les opérateurs. Oui, il y a des opérateurs, et même quand on y arrive, quand dans certaines mairies, comme dans Saussonnier, Saint-Étienne, etc., quand ça commence à prendre une taille critique, c'est-à-dire quand vraiment des fonds ont été suffisants en quantité, avec un nombre de gens qui commencent à fournir, on voit même apparaître des petites plateformes logistiques d'achat pour des produits bio et de localité. Avec le bio et local, c'est l'idéal. Et ça, c'est déjà mettre en concurrence les 5 grandes plateformes d'achat où se ravitaillent les Auchan, les Carrefour et les autres. Et ça, c'est aussi un projet politique. De lutter contre les oligopoles, contre les monopoles. Absolument. Écoutez, moi, je trouve que l'enjeu en vaut la chandelle. Si vraiment les municipalités, les conseils généraux et les régions avaient l'argent pour se faire, je pense que l'affaire serait déjà accomplie. Et du coup, tu rentres. Est-ce que tu ne vas pas reproduire le système avec d'abord des plateformes petites qui rentrent en concurrence avec les autres, et puis ensuite qui deviennent plus grosses, puis finalement ces produits bio, il va bien falloir les transformer aussi. Donc c'est peut-être un peu caricatural d'opposer l'industrie méchante et avec plein d'externalités négatives avec les petits producteurs. À un moment, est-ce qu'il ne va pas y avoir besoin d'un tissu industriel? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas y avoir finalement quelque chose qui va ressembler au schéma qui finalement s'est déroulé au cours des 50 dernières années, certes sur du bio, certes en ayant moins d'externalités négatives liées au mode de production, mais pour lequel le projet politique n'est pas, pour moi, complètement clair. Qu'est-ce qu'on fait avec ces questions qui finalement ont tiré l'évolution de l'agriculture au cours des 50 dernières années? Et peut-être pas simplement parce qu'il y avait des méchants capitalistes et qu'on voulait absolument engraisser quelques firmes. Peut-être qu'il pouvait y avoir d'autres raisons. Non, moi que m'importe qu'on les qualifie de méchants ou pas. Hein. En économie de marché, le risque de concentration et de l'apparition de nouveaux oligopoles, même quand on s'est bagarré pour les démembrer et faire autre chose, ce risque, il est inhérent à l'économie de marché. Je pense que vous n'arriverez pas à me faire dire que je rêve d'une agriculture de planification centralisée administrée comme l'Union soviétique au lieu de suite. Ça n'est pas mon opinion. Je ne cherche pas à faire des choses. Par contre, non, mais bien sûr, je ne dis pas. Mais je voudrais juste dire que ce n'est pas du tout ça le sens de ma pensée. Alors, tout dépend d'un grand nombre de choses. Mais, de toute façon, donc pour la France, parce que pour l'Europe, c'est un peu compliqué,
Je vous signale quand même que quand il y avait eu la grève du lait en 2009, quand il y avait des agriculteurs qui ne vendaient pas leur lait à leur coopérative, le prix du lait dans le comté n'avait pas descendu d'1 centime. Donc il existe parfois des industries fromagères, des industries de qualité, des industries qui sont de vraies coopératives, qui sont encore aux mains de leurs coopérateurs, qui effectivement parviennent à stabiliser le prix aux producteurs grâce à la qualité du produit. Eh bien, œuvrons déjà à ce qu'à travers ces petites plateformes, on parvienne déjà à ce que la commercialisation soit alors de taille critique, mais en circuit plutôt court, et qu'il y ait des transformations industrielles qui ne soient pas industrie, agro-industrie, mais qui ne soient pas la grande industrie agroalimentaire pour faire le produit à bas échelle. Ce à quoi il nous faut renoncer, c'est de vouloir à tout prix exporter de la poudre de lait. On est en train de construire une tour de déshydratation du lait aujourd'hui à Carhaix. Et ceci, vous savez pourquoi? Parce qu'on va abreuver la Chine de poudre de lait, paraît-il, en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, qui est quand même beaucoup plus proche et qui n'a pas d'hiver. Je veux dire, ça c'est des tromperies. Les usines d'éthanol que l'on a mis en place, je veux dire, soyons clairs, c'était des pompes à subvention. Mais pensez un jour que la betterave plantant C3 sera concurrente avec une canne à sucre au Brésil, plantant C4 dans la savane où il y a de la luminosité, il fait chaud le jour, il fait frais la nuit. Écoutez, non, je crois quand même qu'il faut. C'est pas ça. L'avenir de l'agriculture française d'une façon générale, en tout cas de l'Europe de l'Ouest, le vrai problème maintenant, il est qu'il y a effectivement dans l'Europe d'aujourd'hui l'équivalent du Brésil avec des grands latifundiards, avec le Big Tchèque et autres. Ça nous pose d'énormes problèmes. Parce que là, la révolution, ça voudrait dire de faire une réforme agraire, ce qui n'a pas été fait, la privatisation du foncier dans les pays d'Europe centrale. Là, vraiment, il y a un très gros problème. Mais disons, la poudre de lait, c'est Tchéquie. Hein. Je veux dire, c'est que des robots de crête là-bas. Et en France, si on veut rivaliser, il faut virer les 2 tiers des producteurs laitiers, seul vivra le dernier tiers avec des robots de traite, et même là, je pense qu'ils seront endettés et qu'il y aura des filles. Juste sur l'appréhension que tu as du comté, moi je pense qu'il y a de l'industrie dans le comté. C'est pas un marché de niche local avec une relation directe du producteur au consommateur. Il me semble que le comté est distribué de manière tout à fait différente. Je vais revenir à Gilles Rézière d'Echstein. Vous avez dit quelque chose qui n'est pas très courant, à savoir que finalement, si j'ai bien compris, les matières premières ne sont pas celles qui sont disponibles, c'est celles qu'on se donne. Quelque chose de ce type-là. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que dans ce cas-là, quelles sont les limites à ce que l'on se donne? Quels sont les garde-fous d'ordre économique, social ou environnemental qu'on se donne vis-à-vis de l'exploitation des ressources? Parce que par ailleurs, vous avez dit il nous faut tant de planètes par planète, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les 2 termes de votre discours en la matière? Très bonne question. En fait, on est sorti de l'âge de pierre, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pierre. On est sorti de l'âge de bronze, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de bronze. Et on va sortir de l'âge du silicium très bientôt, alors qu'il y aura encore beaucoup de silicium. Parce qu'on vient de trouver quelque chose qu'on n'était pas capable de faire il y a encore 10 ans. Il y a eu un prix Nobel pour ça il y a 2 ans, qui est le graphène, c'est-à-dire des plaques qui font la grosseur d'un atome. On arrive à faire des plaques de cette matière à base de carbone, et qui vous permet de transmettre l'énergie 100 fois plus vite que le silicium, et qui permettent en plus de ça d'avoir de la mémoire. Donc on va pouvoir, à travers les siliciums, remplacer tous nos ordinateurs et les mettre à la poubelle, et avoir des ordinateurs qui seront dotés de mémoire dont le mode de fonctionnement est assez identique à celui du cerveau. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à trouver cette nouvelle matière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on ne savait pas utiliser le pétrole n'était pas considéré comme une matière première utile. C'est à partir du moment donné où on a trouvé un moyen technologique de l'utiliser qu'il devient une matière intéressante pour l'homme. Moi je pense que ce serait très orgueilleux de prétendre qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes à la fin de l'inventivité humaine, que nous avons donc trouvé tout ce qui était possible de découverte, et que finalement, étant donné qu'on a tout découvert, il faut en rester là. Je pense que l'histoire humaine nous apprend que justement, ces limites, on ne les connaît pas vraiment. Et aujourd'hui, je pense, c'est pour ça que moi, les biotechnologies m'interpellent beaucoup, pas du tout à cause du Monsanto 810 ou de quel Monsanto
que ce soit, mais parce que je pense qu'avec les technologies actuelles, on est en train de découvrir l'univers du petit, de l'infini, et avec des moyens qu'on n'avait pas auparavant. Et ce qui ouvre un certain nombre de possibles qu'on n'avait pas auparavant. C'est pour ça que quand les gens sont très inquiets sur comment on va nourrir la planète en 2050, moi j'ai tendance à répondre, est-ce que vraiment on est aujourd'hui à même de savoir quelles seront les technologies disponibles en 2050? En revanche, je serais plus inquiet pour dans 10 ans, parce que dans 10 ans, ça, on sait à peu près ce qui est dans les circuits, on sait à peu près ce qui existe. Donc, je récuse un petit peu cette idée qui est un peu une idée de physiocrate, que finalement, la richesse, c'est les matières premières qui existent. Oui, pour moi, la richesse, c'est la créativité humaine. Excusez-moi, mais je pense que Marc a bien dit tout à l'heure, et vous en étiez d'accord, que de toute façon, l'agriculture future devra se nourrir de progrès de connaissances, y compris, Marc a cité plusieurs exemples sur les feuillets d'argile, le phosphore stocké, etc., immobilisé. Donc il ne s'agit pas pour moi d'une opposition entre l'inventivité et des découvertes nouvelles et le caractère rétrograde d'une pensée. Non, mais ça, j'ai pas lu. C'est pas une alternative entre les ressources rares et l'utilité. Je m'exprime mal. La question est sur les ressources rares. C'est pas tant sur la capacité à découvrir de nouvelles choses. Parce que tous les progrès que vous avez évoqués, ils se traduisent quand même annuellement par une avancée de la date à laquelle on a consommé toutes les ressources qu'on estime, c'est critiquable, disponibles pour l'humanité au moment donné. Et en même temps, les technologies permettent d'en trouver d'autres. Ben oui, mais à chaque fois... C'est un recul. Non, à chaque fois, on avance la date à laquelle on a consommé toutes nos ressources annuelles. Donc c'est plus une chute en avant qu'un recul. Enfin, sur le plan des ressources, c'est ce qui me semble. Oui, mais justement, comme on définit, par exemple, je vous prends un exemple dans le nucléaire. Toute la filière nucléaire a été basée sur le plutonium. Pour une raison très simple. On avait besoin de plutonium pour faire des bombes. Donc les grandes puissances nucléaires n'avaient pas la possibilité d'avoir d'un côté des centrales pour faire du plutonium et de l'autre côté des centrales pour faire de l'énergie. Donc on a fait des centrales à base de plutonium pour pouvoir, des centrales qui produisent du plutonium pour avoir des bombes. On aurait fait des centrales nucléaires à base de thorium, le débat était totalement différent. On aurait de l'énergie électrique pour 2000 ans, 3000 ans. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles la Chine est en train de travailler aujourd'hui, sur des réacteurs à base de thorium. Donc, effectivement, il y a les choix des matières premières conditionnent totalement la disponibilité qu'on a en énergie ou en autre chose. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas du tout dit que Marc Desfumier développait cette idée de limitation. Ce que je dis, c'est que il y a dans l'idée d'une harmonie avec la nature où on prend tout ce que nous donne la nature de manière renouvelable, on oublie de prendre en considération, d'après moi, une partie de la créativité humaine qui ne se porte pas sur un aspect technique, qui se porte sur la redéfinition des matières premières. La redéfinition des matières premières. C'est bien de ça que je parle. Bien sûr qu'on utilise un certain nombre de matières premières et qu'il n'y en aura plus. Bien sûr. Ok, Marc, juste pour un point là-dessus, et puis après on passe la parole à la salle. Oui, non, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y aurait de seul progrès qu'autour des biotechnologies et de la génétique. En fait, l'objet de travail des agriculteurs, c'est un écosystème. Et au fond, là où l'inventivité humaine va devoir se manifester dorénavant, c'est la gestion par des agriculteurs, ensemble, à l'échelle d'un bassin versant, d'un finage villageois, d'un territoire, etc. Effectivement, des rayons du soleil, du gaz carbonique de l'atmosphère, de l'azote de l'air, des éléments minéraux qu'on peut trouver ici ou là, les coccinelles qui vont neutraliser les pucerons, les carapes qui vont neutraliser les limaces et autres. Et effectivement, peut-être au fond que la société, que la paysannerie est capable d'inventer des choses absolument extraordinaires à partir du moment où on admet que les progrès, désormais, ce ne sera pas un seul facteur, c'est multifactoriel. Et là, ça devient bien compliqué. Et moi, ce que je vois un peu parfois dans
non, c'est la réalité, vous n'êtes pas en progrès si vous n'acceptez pas ça, c'est qu'on ne met l'accent que, au fond, sur ce que certains ont appelé l'amélioration variétale. Et c'est pas parce que je mets en cause les génétiques et la discipline, pas du tout, mais c'est qu'on ne fait qu'une approche unifactorielle. Et ça nous coûte très cher d'avoir voulu adapter nos environnements à une recherche qui avait quand même d'abord misé sur un seul facteur, la génétique, l'amélioration variétale et animale. Alors je sais que dans la réponse, dans le bouquin, vous me dites non, mais il y a encore beaucoup de variétés de blé. Moi j'aimerais bien que vous me citiez s'il y a davantage de races animales. Donc je pense qu'il y a d'énormes dégâts qui ont été déjà causés. Il y a urgence de corriger le tir et d'avoir une approche effectivement écologique dans le sens scientifique du terme. L'objet de travail, c'est bien l'agroécosystème. Et c'est là-dessus qu'on va devoir inventer. Et la paysannerie va travailler dans ce sens. Et c'est pas trivial, parce que à t'entendre les coccinelles, les carabes et le soleil et l'eau, et là, en l'occurrence, c'est là-dessus que je travaille, j'en parle facilement, et ça me paraît pas trivial, si trivial que ça. C'est que le carbone, de l'azote et autres, ça fait moins bucolique. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un chemin qui n'est pas immédiat à trouver pour réussir à faire face à l'ensemble des conditions dans lesquelles les agriculteurs se trouvent, qu'il s'agisse du milieu naturel ou de l'environnement socio-économique, et qu'on ne peut pas dire allez, demain on s'y met tous et ça va marcher. C'est l'histoire de la révolution lente que tu évoquais tout à l'heure. Et je pense qu'y compris sur le plan technique, il faut qu'il y ait une lucidité en la matière et qu'on permette d'assurer la transition. Merci à l'un et l'autre d'avoir respecté. C'est un peu difficile de me tenir à ce que vous demandez. Mais vous allez réussir, j'en suis sûr. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un des pionniers de l'agriculture biologique, longuement cité dans le premier livre de avant d'arriver à des questions qui sont plutôt une réaction aux questions, quand vous dites, excusez-moi, que vous n'êtes pas anti-bio, votre premier livre, vous le savez, est une entreprise de démolition systématique du bio, que ceux qui le lisent se posent assez d'opinion. Bon, je m'arrête là parce que là, on pourra en parler pendant des heures. Et quand vous dites, alors, j'en viens à deux choses qui est plus intéressante, peut-être, et moins négative, quand vous dites que l'agriculture biologique a progressé en France. C'est vrai, je dirais que vous et d'autres, ils viennent pour quelque chose. À force de dire et de répéter dans les livres et les articles, il n'y a pas trop tout le monde. Le bio n'est pas meilleur que les autres. Pour la santé, pour l'environnement, le bio est devenu un business abominable. Bon, évidemment, les gens, pourquoi ils vont payer plus cher si ça ne présente aucun intérêt? Et il y a une vraie campagne depuis 2 ans qui va dans ce sens-là. D'où elle vient, j'en sais rien, je le constate. Et bon, alors, je ne peux pas démonter les arguments, après ce serait trop long et ce n'est pas le but ici. Il y a des choses, et je m'arrêterai là, ne vous inquiétez pas, c'est à propos de comment on passe du conventionnel au bio et les solutions intermédiaires. Et c'est ça, je dirais, peut-être quelque chose qui mérite d'être approfondi. Et bien, alors on parle de l'agriculture écologiquement intensive, on parle de tas de choses, mais je dirais l'intermédiaire, quel que soit le nom qu'on lui donne, agroécologie, production intégrée, il existe. Ça s'appelle depuis 30 ans, et ailleurs, la production intégrée, qui consiste à faire un vrai intermédiaire entre le bio et le conventionnel, c'est-à-dire moins d'intrants, mais pas totalement la suppression des intrants. Le seul endroit où ça existe de manière sérieuse, je dirais organisée, c'est la Suisse. L'agriculture suisse, c'est 10% de bio, 75% d'intégré et le reste de conventionnel, avec chacun cahier des charges très précis. On sait ce que les gens, quelles molécules, combien d'azote, et avec 3 niveaux d'aide. Et ça marche très bien. Et alors pourquoi l'agriculture bio, bon, elle ne progresse pas bien? En Autriche, c'est 15%, en Suisse, c'est 10%, en Italie, c'est 8%. Donc il y a quand même des raisons propres à la France pour lesquelles ça ne progresse pas. Et une des raisons, évidemment, c'est je dirais, le lobby, le manque de soutien réel, parce que le soutien actuel, c'est un soutien, je dirais, beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Et puis il y a ce lobby, alors, qui s'exprime de différentes manières, et qu'on sent très bien, qui n'a pas d'intérêt à ce que l'agriculture biologique se développe. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Excusez-moi. Merci. Alors, Pierre-Henri.
Bien, Pierre-Henri Guillon, donc professeur au Biol et à la coparité. Je dois vous dire que je trouve, tu as dit pas de religion tout à l'heure, mais moi je pense que l'un des problèmes qu'on a, c'est justement qu'il y a beaucoup de religion dans toutes ces affaires. Et je trouve ça d'ailleurs assez fascinant de voir que les défenseurs des technologies le font avec un discours religieux. Et moi c'est ce que j'ai entendu, vous me répondiez. Vous nous dites, Marc Duffiné nous dresse un tableau assez noir des effets de l'agriculture actuelle. Et vous nous répondez, vous inquiétez pas, mes bien chers frères, ayez la foi dans la technologie et nous trouverons les solutions. Mais il y en a assez de ça. Il y en a assez. Il faudrait peut-être arrêter de nous promettre qu'on va raser gratis demain, alors qu'on voit que le système ne cesse de se détériorer. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons des problèmes très graves sur le plan du fonctionnement des écosystèmes et des agro-écosystèmes en particulier, que nous ne pouvons pas continuer comme ça et prétendre que tout ce que nous avons fait avec nos technologies va être réglé par des technologies à venir dont nous n'avons même pas l'idée aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne peut plus accepter ce discours. Je pense que ce discours qui a consisté à démolir effectivement ceux qui essayaient de réfléchir autrement et à toujours promettre avec ce discours religieux du progrès n'a plus cours. Et je pense qu'effectivement il y a encore malheureusement beaucoup d'auditeurs dans les milieux politiques, parce que évidemment ça se vend comme... Et qu'il y a évidemment beaucoup d'auditeurs dans les milieux financiers, et que donc tout ça fonctionne, et que de plus en plus de gens se rendent compte que ça ne marche plus. Et en plus, il y a des arguments que je trouve un peu scandaleux, vous m'excuserez, mais comme vous dites, vous parlez de ce soutien politique énorme au bio, alors que toutes les subventions au reste, c'est carrément du mensonge. Il faudrait arrêter. Donc, merci Pierre. Ceci étant, je pense que Gilles Rivière-Bechstein aura éventuellement des chiffres pour répondre à ça. Ceci étant, le discours religieux, de mon point de vue, on l'entend des deux bords. Excuse-moi, la foi dans le progrès est asymétrique, qui est la foi dans le retour à la nature et dans l'équilibre. Excuse-moi, ça existe aussi. Mais ça, on l'entend tout le temps. De quoi? Le foi dans le progrès, etc. Alors que des cinq questions, du tout là. Je ne suis pas un dialogue, il n'y a pas de réponse à donner là. Il a dit ça, c'est très bien, maintenant une autre question. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui modère. Ça m'arrive aussi de modérer. Si vous permettez, je vais continuer à modérer. Vous avez tort. Pardon? Je dis vous répondez à une question, vous avez tort, c'est pas votre rôle. Là, vous avez dit. Je ne réponds pas à une question, je fais un commentaire. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Donc Marie-Pierre, il y avait de ce côté-là. Madame, là. Il est au micro. Ah, pardon, oui. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Escani Siriguet, je suis en licence en N3 de biologie. J'ai une petite question à Thierry Doré. Vous avez parlé à un moment des freins à l'agriculture bio. Je voulais savoir si vous pouviez en parler plus. Et puis j'ai aussi une question à Gilles Rivière-Bechstein. Désolé si je prononce mal. Au début, vous avez posé la question si le bio est mieux du point de vue santé, environnement et petits producteurs. Et je pense que vous n'avez pas donné de réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la réponse à ça a été donnée par M. Dufumier? Et aussi, est-ce que vous êtes au courant en termes de limites de ressources? Est-ce que vous êtes au courant que là, il ne s'agit pas d'ordinateur, il s'agit de plantes et que le phosphore, que l'azote, on ne peut pas le remplacer par du carbone gentil, par des formes de carbone ou d'autres choses, et non plus la quantité de terre disponible à l'agriculture. Merci. Si, une dernière intervention, parce que là il y avait deux questions, puis on fera un tour après. Vous inquiétez pas. Marie Gilbert, je suis médecin épidémiologiste. J'ai été présidente de la Société française de nutrition. Je travaille sur l'expérience LAFSA, j'ai participé au rapport sur le bio à l'AFSA. Monsieur Gilles Rivière-Bechstein, vous avez parlé de trois refuges de l'agriculture. Le premier refuge, c'était le refus des entrées. On peut penser que les agriculteurs ont le droit de refuser, effectivement, d'utiliser sans arrêt des engrais synthétiques qui esquètent leur sol, le refus des biotechnologies. Le refus des biotechnologies. Là aussi, on peut penser qu'ils vont refuser leur. C'est quelque chose qui les rend complètement dépendants, mais ça, ils en parleront mieux que moi. Moi, je voudrais parler du refus des phytosanitaires. Et on peut très bien comprendre que les agriculteurs en aient passé d'utiliser des phytosanitaires parce qu'ils paient un tribut très lourd
de santé au point de vue des phytosanitaires. Là-dessus, les études épidémiologiques sont claires et nettes. Il y a une augmentation importante des lymphomes, en particulier dans la population des agriculteurs et des viticulteurs, une augmentation des tumeurs cérébrales. Vous voyez l'expertise collective à laquelle j'ai participé de l'INSERM, environnement et cancer. Et voyez aussi les problèmes des maladies neurovégétatives avec le Parkinson, etc. Donc, je pense que sur ce plan-là, on ne peut pas discuter et qu'il y a effectivement un tribut sanitaire très lourd et une externalité positive qui pèse. Ok, merci. Je m'aperçois que la première intervention n'ayant pas, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de questions, c'était plus des commentaires. Donc on peut s'en permettre une de plus, monsieur. Oui, après j'ai bien noté, là-bas, et on va d'abord faire un tour de réponse. Henri Bernard de l'Académie d'agriculture de France. Je voulais parler un petit peu de ressources génétiques. Dans les années 50, les chercheurs chinois se sont attelés à découvrir de nouvelles variétés de maïs qui soient adaptées à nos climats. Et ils ont très bien réussi, puisque aujourd'hui, on voit beaucoup de variétés de maïs vendues contiennent des hybrides anciens des communs et sont utilisés aussi bien par le bio que par le conventionnel. Pas de différence. Ma question, c'était sur ces ressources génétiques en matière de protéagineux. M. Fumier a dit à juste titre qu'un peu plus de protéagineux dans la solvance, je comprends bien, ferait beaucoup de bien et permettrait d'allonger la rotation. Alors comment se fait-il qu'au niveau de la recherche publique, il n'y ait pas plus d'ampérage qui soit mis sur la recherche de variétés de protéagineux utilisables par les agriculteurs français en général, sachant qu'aujourd'hui, on a du mal à cultiver du bois parce qu'il y a la famine, on a du mal à cultiver de la févrole, même si ça redémarre un petit peu, parce que la productivité n'est pas suffisante pour satisfaire au marché. Donc, ma question, c'est les protéagineux. Ok, merci. Donc on va faire un premier tour de réponse, d'abord, avant de prendre de nouvelles questions. Donc il y a plusieurs questions qui sont adressées à Gilles Rechtal. J'en avais une pour moi. La dernière, c'est Marc qui a été interpellé sur la question des protéagineux. Donc Gilles, si vous voulez commencer. Donc, il y avait une question, la dernière qui vous était adressée, qui portait sur le tribut porté par les agriculteurs lié à l'emploi des produits phytosanitaires. Il y avait une question sur est-ce que vous pensez que Marc Dufumier s'est tranché la question vis-à-vis des vertus supposées de l'agriculture biologique, les 3 points que vous aviez évoqués en introduction, et une question sur finalement les subventions. Est-ce que vous prétendez sur les flux financiers qui vont à l'agriculture biologique, vous avez des chiffres pour étayer et faire pièce aux commentaires de Pierre Ramon. Oui, alors, moi ce que j'ai surtout entendu, c'est discours religieux du progrès, un peu scandaleux, arrêté, mensonge, bon voilà, c'est des termes très forts. Ok, moi je veux bien, si c'est pas la peine d'avoir des discours, si tout ça est scandaleux, c'est un peu mensonge, il ne faut pas organiser ce genre de débat, c'est pas la peine, parce que de toute façon les idées sont claires et définitives. Donc voilà, ça c'est une première chose. Sur la question de l'Autriche, ce que je voudrais quand même mentionner, 15%, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est beaucoup de pâturage. Très peu de ces produits en Autriche, très peu de ces surfaces terminent avec des produits bio, c'est faut aussi les savoir. Donc on n'a pas les mêmes. L'Autriche a joué très clairement la carte des aides de l'Europe à travers les aides de montagne, les aides au bio, pour avoir beaucoup d'aides de la part de l'Europe. Ça a été la volonté du commissaire Fischer à l'époque, c'est lui qui avait fait d'un côté le montage et de l'autre côté qui avait organisé le truc en Allemagne, en Autriche, pour que les Autrichiens puissent avoir un maximum d'aides. Mais ce n'est pas nécessairement le pays qui produit le plus de produits bio, par exemple. Deux exemples, l'Italie, bon. Voilà, oui, mais bon, c'est vous qui avez mentionné les 15%, puisque c'est le pays où il y a le plus. Pour les petits producteurs, pour répondre aux trois comment on appelle ça, vérités sur lesquelles qui façonnent un petit peu la raison pour laquelle le consommateur achète le produit bio, donc meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement et qui soutient les petits producteurs. Je pense que non, le débat n'est pas du tout tranché, et je crois que sur les petits producteurs, aujourd'hui, c'est même plus le contraire qui est en train d'avoir lieu. Quand on regarde ce qui se développe en ce qui concerne les filières du bio, et là, prenez le livre de Philippe Baquet, qui a fait un livre entier à ce sujet, où il interpelle le monde du bio en disant, attendez, on est en train d'être, ce marché est en train d'être pris par les gros, le
business par Carrefour, par les grosses marques, etc. Et rappelez-vous l'histoire du concombre allemand à Hambourg, qu'on avait, avec à tort, incriminé d'être porteur de cette bactérie. On avait découvert qu'il venait d'Espagne, qu'il avait lui aussi traversé toute l'Europe. On en avait découvert d'ailleurs à l'époque dans les cantines en Normandie, du même producteur, puisque tout ça avait été tracé. Donc aujourd'hui, la filière bio, et celle qui se développe, elle ne développe pas uniquement les petits producteurs, bien au contraire. Et si vous regardez les chiffres en Allemagne, vous seriez stupéfait, parce que là, vous avez des structures qui sont très très grandes. Par exemple, en ce qui concerne la production je crois que c'est pour le blé, en Allemagne, le blé bio est quasiment devenu le monopole d'un conglomérat qui s'appelle KTAR, et ils ont 30 000 hectares. 30 000 hectares, donc 15 000 en biocarburant et 15 000 en bio. Ouais. Donc là, on est vraiment tout à fait loin de la petite structure française. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est en train de se développer. Le bio, je ne sais pas comment il faut dire, est en train de rentrer dans cette économie de marché que récuse, avec raison ou avec tort. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais que récuse, en tout cas Marc Dufumier. Et donc, voilà, le problème, c'est qu'il a tout à fait raison de dire que nous sommes dans le choix politique, mais ce choix politique, c'est pas si facile que ça de l'inverser, si vous voulez l'inverser. C'est tout ce que je veux dire. Maintenant, sur le refus, moi, j'ai constaté qu'effectivement, j'ai pas à dire que c'est bon ou que c'est mauvais. J'ai constaté que, au départ, l'agriculture biologique dans son cahier de charge, c'est qu'il n'a pas été la position de Marc Dufumier en ce qui concerne la biotechnologie, puisqu'il a dit que si on en trouvait qui pouvait être intéressant, pourquoi pas, qu'au départ, l'agriculture biologique s'est constituée autour de certains refus. Qu'à partir de là, les choses doivent aujourd'hui évoluer, me semble une évidence, y compris, effectivement, le refus des phytos. Et, bon, vous avez parlé des problèmes de Parkinson, vous le savez très certainement aussi bien que moi, La roténone. Exactement. Oui, la roténone, c'est fini. Oui, c'est